Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour étudier une décision de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 1993, un arrêt Leuil-2 et Izorni. Alors, Jacques Izorni, maître Izorni, est un avocat à la carrière intéressante, alors à la carrière assez particulière puisque en 1945, Maître Izorni est un des trois avocats du maréchal Pétain. C'est le plus jeune des trois. Il y a également la défense est dirigée par un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, et Maître Izorni est un jeune avocat du barreau de Paris, si ma mémoire est bonne. Ça a vérifié, mais il me semble que c'est le barreau de Paris. Et donc Jacques Izorni est à l'époque un brillant jeune avocat qui donc est contacté et mandaté pour assurer la défense du maréchal Pétain devant la juridiction lors de son procès pour haute trahison. Et je vous invite à aller la lire. Je vous invite, puisqu'elle a été rappelée, elle a été publiée dans l'excellent ouvrage les grandes plaidoiries des ténors du barreau. Alors je ne me rappelle plus de quel auteur. Ah, c'est horrible. C'est vrai parce que j'ai son ouvrage, j'adore son ouvrage. C'est vraiment un ouvrage que j'aime beaucoup. Ce qui a donné un non moins excellent spectacle donc sur les grandes plaidoiries des ténors du barreau. Et la plaidoirie la plus ancienne de cet ouvrage, c'est donc la plaidoirie de Maître Izorni pour le maréchal Pétain, qui est un monument de l'art oratoire du XXe siècle, de l'art oratoire de prétoire du XXe siècle, et en tout cas de la deuxième partie du XXe siècle, et alors on est d'accord ou pas avec la thèse défendue, on est d'accord ou pas avec les opinions de la personne défendue, ce n'est pas la question, ce n'est pas très très loin d'être mes idées, mais ce n'est pas la question. On est obligé de s'incliner devant la qualité oratoire et devant la qualité de plume de Maître Izorni, qui est... elles par contre sont relativement incontestables. N'oublions pas quand même que l'avocat qui a défendu Pierre Laval était Alberno, et qu'Alberno était un résistant au-dessus de tout soupçon. Voilà, c'est pas... Il ne faut pas forcément juger l'avocat sur ses clients. Il y a une étude très amusante sur Maître Izorni qui est rapportée par Jacques Vergès. Maître Vergès, c'est Maître Izorni a donc été un pénaliste. Et Maître Izorni a défendu, au cours de sa carrière, des femmes de petite vertu. Et ou aux mœurs légères, comme on dit. Et une dame lui avait écrit en lui disant « Maître, lorsqu'on a défendu le maréchal Pétain, on ne défend pas les putes. » Et Jacques Vergès disait « Mais, oui, mais les prostituées aussi ont besoin d'un défenseur. Et l'avocat aussi a besoin de vivre. » Mais c'était... voilà. Mais je vous invite à aller relire cette plaidoirie qui était magnifique. Dans l'arrêt du jour,
le maître Isorni avait, je crois, publié un article avec donc Monsieur Le Hideux pour... il ne semble pas que ce soit un avocat Le Hideux. Là j'ai un doute. Bref. Alors, ils avaient publié un article ensemble, un article ou un livre, pour réhabiliter le maréchal Pétain, la mémoire du maréchal Pétain, et l'article avait été attaqué, et dans cet arrêt, la Cour de cassation tranche la question et nous rappelle que l'écrit, qui présente comme digne d'éloge une personne condamnée pour intelligence avec l'ennemi, magnifie son crime et fait ainsi l'apologie du dit crime. Alors, on est sur la question de l'apologie, donc vous avez bien compris, de l'apologie du crime. C'est l'une des limites de la liberté d'expression. Alors, on l'a vu avec les arrêts de Dieudonné, on l'a vu avec différentes affaires récentes ou non. Toute la question est de savoir à partir de quel moment il y a ou non apologie de crime. Vraiment de crime contre l'humanité. Je vais peut-être choquer des personnes, mais effectivement, on va prendre un exemple caricatural au possible. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, on ne peut pas ne pas condamner les propos. Lorsque Jean-Marie Le Pen dit que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est faux. C'est à la fois faux et vrai. Je m'entends. C'est faux parce que les chambres à gaz ne sont pas qu'un détail. Les chambres à gaz représentent l'horreur ultime parce que c'est la mise en place d'une industrie réfléchie, sortie d'une froide analyse et d'une réflexion quasi industrielle pour mettre à mort des gens. C'est le génocide considéré et appliqué d'un point de vue industriel, avec une réflexion d'industriel. Bon. Sauf que, il y a quand même si on est simplement d'un point de vue purement historique, et d'un point de vue totalement neutre sur la question, on doit aussi reconnaître quand même une chose, c'est que les chambres à gaz qui ont existé ne sont que l'aboutissement d'un processus beaucoup plus long. Et que, en fait, les chambres à gaz sont mises en place par les Allemands, mais ne sont pas mis en place d'une part immédiatement, et ne sont mis en place qu'au terme d'une réflexion où on dit les pots d'échappement, puisqu'à la base on asphyxiait les gens avec les pots d'échappement des camions. Et le problème c'est que ça coûte trop cher en gasoil, et que l'armée allemande a besoin de gasoil, elle a besoin d'essence. Les balles, c'est même pas la peine, on n'a pas assez de balles, voilà. Donc, en fait, c'est un processus qui amène à... Alors, d'une certaine manière, c'est le dernier détail de l'horreur, mais effectivement, c'est le processus au global qui est la manifestation, qui est l'horreur ultime. La Shoah ne se résume pas simplement aux chambres à gaz. C'est le processus global. Et effectivement, dans ce processus global, vous avez un élément particulier qui est les chambres à gaz. Parce que faut quand même se rappeler que tous les juifs qui sont morts en camp de déportation ne sont pas morts en chambre à gaz. Il suffit de relire Si c'est un homme de Primo Levi, et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Sauf si vous êtes trop jeune. Il faut quand même avoir l'estomac bien accroché et le cœur bien accroché.
les conditions de vie, conditions de travail, etc., sont absolument... c'est un meurtre organisé. Soyons clairs. C'est de l'assassinat sur le long terme. Hein. Voilà. C'est pas immédiat, mais on organise le décès de la personne par le travail. Hein. Voilà. Par les conditions de vie. Et les gens ne meurent pas tous dans les chambres à gaz. Donc, c'est tout le processus qui amène à la mort de la personne. Et les chambres à gaz en sont un élément. Elles sont un élément essentiel, mais elles ne sont, entre guillemets, qu'un élément. Et c'est là où on peut entrevoir la raison. Mais, par contre, nier leur existence. Donc là, on est sous le coup de la loi Guesso, sur le négationnisme. Nier leur existence. Minimiser leur existence. Sur le fait de dire, soit il n'y en a pas eu, soit il n'y en a pas eu, soit il n'y en a pas eu autant qu'on... Ou dire que en fait c'était quelque chose de bien. Donc là, procéder à l'éloge de la machine industrielle, d'industrie de mort nazie. Là, on entre dans l'apologie de crime contre l'humanité, l'apologie du génocide, qui effectivement, et la Cour nous le rappelle, alors c'est pas sur cet exemple-là, hein, c'est sur mais la Cour nous le rappelle, c'est de l'apologie de crime, en soi, c'est déjà un délit, c'est pas un crime, c'est un délit qui est condamnable, et qui est condamné d'ailleurs par la loi et donc par les tribunaux français. Sur la question du maréchal Pétain, on va là encore faire un aparté historique. Ce qui pose problème, c'est la dualité entre guillemets, du personnage, ou sur deux plans. Alors déjà sur le fait qu'il faut quand même faire une séparation entre la guerre de 14 et la guerre de 40, puisque, et c'est vrai, le maréchal Pétain a été un héros de la Grande Guerre, de la guerre de 14, et qu'effectivement, pendant la guerre de 40, il n'est pas possible de ne pas constater qu'il a été en intelligence avec l'ennemi. Néanmoins, il faut aussi il faut aussi constater que il y a encore dans la guerre de 40 une dualité, puisque vous avez, même si elle a été battue en brèche, même si elle a été contestée, vous avez quand même des personnes qui... vous avez quand même des ouvrages, vous avez quand même des personnes qui soutiennent qu'il y avait cette fameuse théorie de l'épée et du bouclier, le bouclier Pétain qui protégeait autant que faire se peut les Français restés en France, et l'épée de Gaulle qui essayait d'organiser une résistance à l'étranger, une armée française libre, pour attaquer l'ennemi. Je ne suis pas historien, en tout cas pas de formation. Je ne suis pas... mes opinions politiques font que je ne suis pas neutre sur la question. Je n'entrerai pas dans ce débat-là, qui à mon sens n'a pas lieu d'être, parce qu'à mon sens, l'épée et le bouclier, c'est un peu une fumisterie, mais bon, après, c'est pas... voilà. Retenez simplement ça, la liberté de la presse s'arrête, une des limites, un des stops automatiques de la liberté de la presse, c'est l'apologie de crimes, notamment l'apologie des crimes les plus insupportables, c'est-à-dire le crime contre l'humanité, le crime
de génocide, le crime de guerre. Voilà. Cet épisode de l'arrêt du jour touche à sa fin. On va revenir demain sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis ensuite, on reprendra un arrêt de la Cour de cassation, encore de la Chambre criminelle, mais cette fois sur des questions un peu plus politiques. Je vous remercie de nous suivre et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Au revoir.